Les astronomes de l'AS de Saint-Laurent-Blangy et des GSA d'Arras ont profité d'une belle journée ensoleillée pour découvrir un pari astronomique sous la houlette de Sébastien Beaucourt, auteur du Guide du patrimoine astronomique de Paris et surtout un ami. Alors j'ai proposé justement à un groupe de découvrir le patrimoine astronomique de Paris. Et donc à travers tous ces petits trésors qu'on voit directement dans les rues de la capitale, et bien ces trésors nous racontent justement l'histoire de l'astronomie française. Donc le méridien il passe en plein milieu de la ville, d'accord? Donc actuellement nous sommes quelque part ici au Louvre, et l'observatoire c'est le carré rouge ici. Donc en gros jusqu'à 13 h on va remonter comme ça jusque là. D'accord? Nous allons démarrer donc ici au Palais Royal. Donc il ne vous aura pas échappé que nous sommes à Paris. Hein? Et il se trouve que le représentant de la ville, normalement c'est le maire. Et ça c'est un coup de chance, le premier maire élu de Paris était un astronome. C'était Jean-Sylvain Bailly. Alors il était astronome, alors au départ il était gardien des tableaux du roi et peintre du roi. Et il se trouve que quand le roi a décidé d'emménager à Versailles, le Louvre s'est retrouvé à l'abandon. Alors le Louvre est juste là à côté. Hein. Bailly avait un de ses appartements au Louvre. Et sur les toits du Louvre, il avait fait construire un observatoire. Et son grand travail d'astronome, c'était d'observer les lunes de Jupiter. Donc il surveillait les 4 satellites qui tournaient autour de Jupiter. Alors c'était très important à l'époque, notamment pour les problèmes de la longitude, pour les marins. Parce qu'à partir de l'observation de la position des lunes de Jupiter, on pouvait prévoir leur position justement. Et à chaque fois qu'on retrouvait cette configuration-là, on avait l'heure. Et c'est comme ça que les marins pouvaient connaître l'heure à l'avance. Et après, ils pouvaient faire des calculs pour connaître la position du bateau sur la mer. Donc c'était un travail qui était demandé à beaucoup d'astronomes, de surveiller les lunes de Jupiter pour en faire des éphémérides. Il est resté connu non pas pour ses travaux astronomiques, mais plutôt pour son parcours politique. Au moment de la Révolution, il sera le chef de file des députés du tiers-état. Quand le roi va refuser de recevoir le tiers-état au château de Versailles, il va rassembler tous les députés à la salle du jeu de paume et ensemble vont prêter le serment du jeu de paume, c'est-à-dire les députés ne vont jamais se séparer tant que la France n'aura pas une constitution. Voilà. Alors ça tombe bien parce que juste derrière moi, vous avez le Conseil constitutionnel. Les députés vont donc élire Bailly maire de Paris. Sauf que les événements vont se précipiter. Le roi va fuir et va être attrapé à Varennes. Et à la suite de ça, les Parisiens vont se rassembler sur le Champ de Mars devant la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel n'existe pas à l'époque, bien sûr. Hein. Et ils vont réclamer la destitution du roi. Donc Bailly, qui est maire de Paris, il est gardien de la sécurité publique. Et avec Lafayette, il va demander à Lafayette de tirer sur la foule pour disperser les manifestants. Alors bien sûr, donc il y aura des victimes. Le peuple parisien va se rebeller contre Bailly. Et Bailly va fuir. Donc il va se réfugier à Nantes. Il va laisser passer comme ça 3 ans. Pensant qu'on l'a oublié, il va revenir dans la capitale. On est en 1793, en pleine terreur. Pas de chance, Bailly est reconnu. Il est arrêté. Et on va quand même lui négocier une sortie honorable. On va lui demander de témoigner à charge dans le procès de Marie-Antoinette. Chose que Bailly va refuser. Alors déjà il était en disgrâce, et là il a signé son arrêt de mort. Donc exprès pour lui, on va déplacer la guillotine, donc à côté du Champ de Mars. Donc il y a une rue, où il y a une plaque dans la rue, c'est la rue de la Bourdonnais, à côté de la Tour Eiffel, près du crime qu'on lui a reproché, et il sera guillotiné là-bas le 11 novembre. Alors l'idée du livre, elle vient en fait du fait que j'avais référencé tous ces lieux. Et j'ai souhaité en fait donc par mon métier partager mes connaissances avec le public. Et donc j'ai regroupé tout ce que j'avais trouvé dans un livre en proposant 7 itinéraires de balade à pied que chacun peut faire par soi-même pour redécouvrir tous ces petits trésors. Une partie de cette balade suivait le méridien de Paris, occasion de découvrir celui-ci et ses représentations. Le méridien est aujourd'hui matérialisé par des médaillons sur lesquels le nom est marqué Arago. Alors Arago c'est un astronome. Alors il se trouve qu'il y a un doublon et un plagiat des médaillons Arago, puisqu'en l'an 2000, on a voulu tracer le méridien dans toute la France. Et le 14 juillet, on a fait la méridienne verte,
Donc tous les Français étaient invités à pique-niquer le long du Méridien et à faire le plus grand pique-nique du monde le long du Méridien. Je me souviens très bien, il faisait un temps exécrable, on voyait les gens avec leurs nappes sur la pelouse sous la pluie. Mais bon, ça s'est fait. Et pour l'occasion, il y a un autre artiste qui a eu la même idée que Dibetz avec les médaillons Arago, de mettre des grands médaillons comme ça, marqués en 2000 dessus. Et vous voyez, le Méridien est tracé de Dunkerque à Barcelone. Donc par contre, ça a un avantage, c'est que là où les médaillons Arago ont disparu, les bornes méridiennes sont toujours là. Au cours de cette balade, nous avons découvert les lieux les plus célèbres de Paris sous un autre angle. On est au Louvre, et donc derrière nous on a la fameuse pyramide. Donc question, pourquoi une pyramide ici au Louvre? Et quel est le lien avec l'astronomie? Donc on est dans un musée. Et une chose à rappeler, on est dans le plus grand musée du monde. Ah oui. Il se trouve que donc le mot musée, muséum, ça veut dire le temple des muses. C'est ça l'origine du mot musée. C'est là où on trouve donc les muses. Et le tout premier musée d'histoire, il a été fondé en Égypte. Le musée est la bibliothèque d'Alexandrie par Ptolémée. Et donc il se trouve que l'un des premiers directeurs de la bibliothèque d'Alexandrie, c'était Ératosthène. Et Ératosthène, par un système de géométrie astucieux, il va réussir à calculer la taille de la Terre. Bien évidemment, un passage obligé à l'église Saint-Sulpice pour admirer le gnomon et la méridienne qui est symbolisée à l'intérieur. Vous avez là la dalle du solstice d'été. C'est marqué dessus, hein. D'accord, solstice d'été de l'année. Vous pouvez déchiffrer le chiffre romain, là. Et en bas, vous avez la fonction. Hein. Variation, vous voyez, nutation de l'axe de la Terre, variation de l'obliquité de l'écliptique. Hein, donc la variation de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Hein. Donc le Soleil forme une tache de lumière ici. Une découverte passionnante de la ville de Paris sous l'angle de l'astronomie. Alors on est face à la fontaine des 4 parties du monde. Là c'est curieux parce qu'il y a 5 continents. Donc il y a un continent qui a été sacrifié pour la symétrie de la fontaine. Donc vous voyez que les 4 jeunes filles qui représentent les 4 continents, elles supportent une sphère qui ressemble à une sphère armillaire. Hein. Donc au centre vous avez la Terre qui est représentée. Et on voit bien que sur l'extérieur de la sphère, elle est ceinturée par le zodiaque. Hein. Et donc la fontaine est l'œuvre de Jean-Baptiste Carpeaux, qui était un sculpteur très renommé sur Paris. À l'occasion, voilà, j'organise à peu près une fois par mois ce genre de balade avec des groupes d'une dizaine à une quinzaine de personnes. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer le guide du patrimoine astronomique de Paris par Sébastien Beaucourt. Alors si vous voulez le livre, il suffit de me le commander directement via mon site internet lecielenquestion.fr.